Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Paninicast. Un rendez-vous régulier où nous revenons chaque mois sur nos sorties, l'actualité comics autour de notre catalogue, ainsi que sur des personnages, des séries ou des artistes. Pour cela, je suis toujours accompagné par Aurélien. Salut Aurélien. Salut Émile. Alors, les fêtes, des cadeaux? Ah bah la blinde de BD, pas des masses de comics, plutôt du manga ou de la BD franco-belge, mais voilà, de quoi remplir mes étagères. Un peu pareil, même si, comme je te l'expliquais en off, moi, mais personne n'ose me faire de cadeaux BD. J'ai plutôt eu Spider-Man 2 sur PS5, ce qui est pas trop mal, donc ça reste comics, on va dire. Ouais, bah oui, c'est relié, hein. Alors à l'heure où nous enregistrons, nous avons déjà pu avoir quelques premiers retours sur notre pilote. On est très content déjà des premiers retours donc. Ouais, puis même de l'enthousiasme qu'il y a eu quand on a annoncé, c'est vrai que c'est chouette d'avoir vu beaucoup de monde être content qu'on s'inscrive dans la mouvance du podcast, et c'est vrai que c'est cool de voir les réactions du public. Et puisqu'on ne chôme pas, là on est déjà en train d'enregistrer donc là le podcast qui va revenir sur l'actualité du mois de janvier. Et pour cette première vraie émission 2024, nous avons décidé de revenir sur les sorties qui vont plus nous intéresser, qui vont nous intéresser au cours de ce mois. Du coup Aurélien, quelles sont les sorties qui ont retenu ton attention ce mois-ci? Alors la première d'entre elles, c'est une sortie qui en fait correspond en fait à ce que j'aime le plus dans les comics, c'est le rendez-vous mensuel et du coup c'est le relaunch de Marvel Comics, hein, ou comme on l'a appelé le début de la saison 2 de Marvel Comics. Donc Marvel Comics pour ceux qui seraient tombés ici un peu par hasard, mais on va essayer d'être aussi friendly avec les noobs. Le Marvel Comics c'est le mensuel dans lequel on publie les principales séries de la sphère Spider-Man et de la sphère Avengers. Donc on y retrouve Amazing Spider-Man, Spider-Man et aussi Avengers, Iron Man et la mini-série All Out Avengers et bientôt la série Immortal Thor. Allez wing, allez wing. Voilà, encore une fois, on est très fan de Halloween et de Kieran Gillen ici, donc à chaque fois ça sera un peu comme ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est très cool. Il y a beaucoup de nouvelles séries là au sommaire, donc il y a Immortal Thor, il y a Avengers et de Jed McKay et la maxi-série All Out Avengers. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'était vraiment le bon moment pour avoir un relaunch, une relance là au numéro 1 parce que du côté des titres Spider-Man, on avait vraiment fini le premier cycle d'histoire sur les deux séries en fait, et du coup ça ouvre vraiment un nouveau chapitre sur ces histoires-là. Donc il y a juste la série Invincible Iron Man qui, bon, a pas on arrive à raccrocher les wagons facilement, mais c'est vrai que c'est la seule du lot qui est pas pile un point de départ hyper clair, évident, net. Tout le reste, c'est vraiment le cas. Et c'est vrai que en plus, moi, je kiffe plutôt toutes les séries qui sont au sommaire, quoi. Donc, moi, c'est une série que je recommande vraiment si bah, vous vous êtes éloigné un peu de la publication mensuelle, ce qui est un tort, parce que vraiment, pour moi, c'est là où on a le plus d'amour pour les comics, c'est sans doute avec le côté, le rendez-vous mensuel. Bah, le relancement de Marvel Comics avec sa saison 2, c'est vraiment un super point d'entrée. Ouais, je plus sois, et puis c'est aussi l'occasion de parler de deux choses. C'est déjà, bon, effectivement, on peut toujours se poser la question de pourquoi un relaunch, mais bon, il y a effectivement déjà une raison aussi commerciale, c'est-à-dire que les ventes s'étiolent petit à petit, évidemment, à chaque numéro, et parce que voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas commencer un numéro 12 ou 13, et on a un exemple assez récent, en fait, au moment où la nouvelle série Amazing Spider-Man de Zeb Wells et Romita Jr. a commencé, on a essayé de faire tout comme c'était en fait un nouveau point d'entrée dans Marvel Comics, mais disons que les ventes ont été quasiment les mêmes que pour le numéro 13. Donc logiquement, il faut toujours essayer de repartir à un numéro 1, mais là, effectivement, grâce à l'équipe éditoriale, on a pu arriver à avoir un point d'équilibre entre moment où l'arc narratif d'une série pouvait commencer, et donc du coup pouvait être tout à fait abordé de manière vierge, avec derrière de toute façon donc, des résumés qui vont vous permettre de découvrir et de prendre en cours de route les comics qui sont plus dans Marvel Comics, et de toute manière on ne cessera jamais de le répéter. En général, il faut se lâcher à un moment donné, il faut commencer, et puis après, vous pourrez rattraper les wagons par la suite. Iron Man est un des bons exemples, et Spider-Man aussi, vous avez quelques numéros derrière vous, mais très honnêtement, il y a des très bons arcs qui vont arriver, et c'est déjà le cas dans ce numéro 1, saison 2.
Et le petit 2 en fait aussi, ça c'est plutôt pour les collectionneurs, parce que c'est vrai que des fois en boutique, on peut voir les numéros à la suite, et pour éviter de complexifier l'arrangement dans les librairies, dans vos librairies et bibliothèques à vous, en fait on s'est dit que ce serait pas mal de mettre un petit 2 entre parenthèses. On fait aussi la même chose avec des séries comme Alien, qui sont assez souvent rebootées. Et du coup, on espère que ça permettra de réorganiser votre bibliothèque de manière beaucoup plus facile qu'à une époque où effectivement peut-être les séries Spider-Man ou Avengers s'accumulaient sans forcément que vous sachiez si c'était la première, la deuxième ou le troisième relaunch. Ouais, pour le coup, je sais, dans le côté, on soulève un petit coin du rideau. C'est vrai que je me rappelle des mails ou des WhatsApp qu'on s'est échangés autour du: «Mais est-ce que un 2 en romain, c'est bien? Ou alors est-ce qu'un V2, ce serait pas mieux?» Le genre de truc où on peut se prendre la tête, alors qu'en fait, bon, je pense que tout le monde aurait aurait été, ça aurait été transparent pour tout le monde. Mais, là, c'est vrai que dans des cas comme ça, on essaye toujours de trouver la meilleure solution, parfois en se faisant des nœuds au cerveau pour des trucs, très simples. Disons que les premiers chiffres romains, ça va. Je pense que si on était arrivé à 49, peut-être, tu vois, ça va être un peu plus compliqué déjà. Je pense qu'il y aurait quelques nos cerveaux. Attends, c'est 1 là-bas, ok, croix et bâton, ça? Ouais, un truc du genre. Mais ouais, donc ouais, non, le Marvel Comics saison 2 là, numéro 1, ouais, c'est très chouette. Je kiffe vraiment les séries qu'il y a dedans. Ouais, genre, vraiment, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont en profiter pour prendre le train en marche à ce moment-là, parce que c'est vraiment ouais, une bonne manière de lire les comics. Moi, encore une fois, je trouve que la façon mensuelle, c'est là où on peut kiffer le plus, les interconnexions en plus dans l'univers Marvel, quoi. Ok, et puis bah du coup moi je vais maintenant vous parler d'une double sortie, puisque c'est en fait deux sorties qui sont dans la collection Marvel Prestige, une collection qu'on a inaugurée en fait assez discrètement, je dois l'avouer, mais qu'on avait en fait créé avec au départ le Spider-Man l'histoire d'une vie. Donc c'est grand format toilé avec un dos qui va être de couleur rouge, bleu, verte selon la charte graphique des séries. Et en fait, dans cette collection-là, l'idée c'est de vous proposer des récits qui ont une partie graphique ou narrative qui va être assez exceptionnelle et avoir des récits qui sont aussi accessibles. Ces dos toilés en fait et ce grand format nous permettent d'avoir déjà une continuité graphique un peu différente de ce qu'on a d'habitude avec les dos noirs un peu tristounés parfois, et aussi du coup d'avoir avec les grands formats la possibilité de montrer la diversité des styles qu'il peut y avoir dans la BD américaine, et donc l'histoire d'une vie, que ce soit Spider-Man ou Fantastic Four, comme donc les deux titres qui nous intéressent, le Daredevil Echo de David Mack et le Doctor Strange Fall Sunrise de Trade Moore, sont deux autres exemples de cette collection et de ce qu'on aime mettre dedans, à savoir de beaux récits, même de très 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 beaux récits d'ailleurs, pour ce qui concerne le Doctor Strange, et aussi des récits qui soient accessibles, même si, on va y revenir un peu plus tard, le Fall Sunrise est pas exactement le meilleur point d'entrée peut-être, parce que ça reste quelque chose de très Ah, ésotérique. je suis pas Et d'accord. ah oui, bah, enfin, c'est ce que j'allais dire en fait. Ça reste très ésotérique, ça peut rester un peu abscon pour certaines personnes, surtout si on a peut-être plutôt les films en tête. Mais effectivement, on peut aussi s'y plonger et déjà tu me coupes et c'est du débat quoi. Ah ouais, non, mais je trouve que justement le côté très ésotérique et un peu délirant qu'il va avoir dans Fall Sunrise, ça le rend très européen en fait. Pour moi, ça fait très BD européenne, Fall Sunrise. J'ai pensé à du Drouillet ou des choses comme ça en le lisant, et je trouve au contraire que du coup il est assez accessible parce que il s'éloigne d'une ambiance comics booksienne trop marquée, et du coup je trouve qu'on peut vraiment le mettre dans les mains de plein de lecteurs différents. Alors, je t'arrête tout de suite, je ne suis pas contre l'ésotérisme, je suis très fan de Grant Morrison. J'aimerais bien que ce soit mon ami, mais c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, oui, non, c'est sûr que ça peut être un peu abscon et un peu bizarre par moment, mais c'est vrai que comme tu dis, une approche assez européenne de la BD. Et puis, je crois que c'était le site Chaos Reign qui est d'abord, que je connais d'abord plutôt pour le cinéma, mais qui parlait de drouiller sous LSD. Et je trouve que c'est la meilleure définition possible en fait, Ouais, ouais, il parce y a qu'il y a vraiment ce du, côté-là. il y a du Klimt aussi dans certains passages. Enfin, on peut citer toutes les références et ce serait même pas Du faire Dark honneur au Souls?
Moi, j'ai pensé à Dark Souls en le lisant. Le côté les chevaliers, là, la manière dont dont ils sont faits, le côté presque gothique, violent, etc., qu'il peut avoir là-dedans, et monstrueux presque, ça m'a fait penser à Dark Souls aussi. Effectivement, ouais, au niveau des armures, c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes, et puis surtout que c'est d'autant plus intéressant de le lire en ayant en tête l'évolution du travail de Trade Moore, qui avait, je crois, commencé chez Marvel avec le Ghost Rider d'abord, et Hmm. ensuite avec le Silver Surfer Black, et déjà entre les deux, il y avait un énorme gap qualitatif, et je trouve, là, on en parlait avec Aurélien, le travail fait par Moore et sa femme, je crois, qui a la couleur, est monstrueux. Je crois que Ouais, ça a pris non plus. mais alors ce qui est rigolo, c'est que j'avais lu l'épisode 1 quand il était sorti et j'avais trouvé ça ouais vraiment sublime et très très beau et très original graphiquement et je suis déjà plutôt client de ce que fait Tranmore et là j'avais trouvé que c'était vraiment du très bon et pour préparer l'émission aujourd'hui j'ai donc relu l'épisode 1 et lu la suite et à partir de l'épisode 2 j'étais là mais c'est encore plus beau la suite. C'est vraiment j'étais sidéré quoi la dinguerie que c'est à chaque page c'est vraiment j'ai envie de prendre un dessin de chaque page donc parfois la page entière donc voilà parce qu'il y a beaucoup de très Le grandes livre même, je pense. ouais et de les mettre dans les yeux de tout le monde c'est vraiment ouais non c'est vraiment de la maboulerie totale Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on est très enthousiaste ouais sur cette mini-série du Doctor Strange. Et aussi également une autre édition Prestige qu'on a sortie, enfin Marvel Prestige, pardon. C'est le Daredevil Echo de David Mack, qui pareil aussi offre une autre perspective de ce qu'a pu être le comics à un moment donné, à savoir donc via David Mack, cette expérimentation autour d'un mélange de dessin, d'art brut. Ça se rapproche aussi de bien de Dave peinture ouais. McKean par moment, c'est assez intéressant comme travail. Et Daredevil Echo, vous l'aurez compris, évidemment sort pour des raisons tout à fait opportunistes, étant donné que il y a une série qui sort en fait sur Disney+, enfin qui est sortie même d'ailleurs sur Disney+, parce qu'elle est sortie en intégralité, sur le personnage d'Echo, personnage assez intéressant aussi, qui a pris une énorme importance après dans les Avengers récents, puisque je crois qu'elle a fusionné avec Phoenix. Tout à fait. Et donc, personnage qui était un personnage qui était muet, non, sourde, pardon, au départ, et qui est dans la série Disney est handicapée, je crois, elle a une jambe en moins, elle est muette en plus. Ce qui est intéressant en plus, je trouve, avec le Daredevil Echo, c'est que ça montre, d'un point de vue éditorial, ça montre aussi la manière dont on évolue tout en restant dans une certaine forme de continuité, parce que à l'époque, ces épisodes, on les avait publiés, c'était en 2005, si je dis pas de bêtises, alors je dis on, mais à l'époque, je travaillais pas du tout chez Panini, mais du coup, c'était sorti En 100% peut-être, non? non, en graphic novel. Et Ah, justement, d'accord. je trouve ça hyper intéressant. À l'époque, la solution qui avait été trouvée pour mettre en valeur ces épisodes, qui sont magnifiques, c'était de les sortir en graphic novel. Et là, aujourd'hui, où on a développé d'autres collections, d'autres manières de mettre en avant les titres, et sachant que celui-là, ça faisait un moment qu'on voulait le ressortir de toute façon, parce que pour le coup, ça faisait vraiment une longue période qu'on n'avait pas republié, et ben on a trouvé cette solution de cette nouvelle collection Marvel Prestige pour pouvoir faire du coup l'équivalent du graphic novel de ces années-là. Et donc, oui, c'est ça. Et puis, Sébastien, qui dirigeait Panini de la création en fait de Marvel France jusqu'à très récemment, dans son bureau a des lithographies ou des tirés à part, je sais plus exactement, de David Mack, qui avait été à l'époque distribué. Et je crois qu'il en a même un agrandi qui avait été signé par David Mack lui-même, entre autres avec d'autres dessins d'autres dessinateurs que j'adore, dont Delotto. Mais du coup, c'était un dessinateur qui accompagne toutes mes matinées au bureau puisque je passe devant tous les matins. Et donc, oui, vraiment super album à découvrir, au même titre que les autres, hein. Je pense au Thor et Loki qu'on a fait récemment de Ribic, et j'ai oublié le nom du scénariste. Roddy, On a sorti quoi d'autre? Fantastic Four, l'histoire d'une vie, le Spider-Man, Les Éternels, avec toujours les dessins de Ribic, et il y en aura bien d'autres à venir, et on vous parlera le mois prochain aussi donc, d'une sous-collection qu'on fera dans les Marvel Prestige, qui sera, elle, dédiée aux plus beaux ouvrages de Marvel en noir et blanc. et puis tu l'as pas cité, mais je pense qu'on en parlera aussi dans l'émission du mois prochain. Il y a aussi les éditions collector du coup de Demon Days et de C'est Demon ça. Wars Et c'est de- vrai, c'est vrai. qui reprennent ça. Alors on le voit moins vu qu'ils sont dans le coffret et tout ça, mais c'est aussi le même principe. C'est vrai, c'est vrai. J'oublie aussi le Amazing Fantasy de Karen Drews qui est super aussi. Ah ouais, 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 c'était bien ça. En tout cas, vous avez compris, on adore cette collection et
Je suis très content de l'avoir passé en librairie parce que justement, on voulait aussi que ce soit dans les limites du grand format qui tiennent dans les calaxes. C'est-à-dire les très très grands formats, c'est très bien, mais aussi ça malheureusement limite un peu aussi la diffusion et la mise en fond de catalogue dans un magasin. Alors, je me permets une petite parenthèse de type geek, dans le sens où on fait des trucs de geek, de super-héros et de comics et tout ça, mais on fait du geek et Ikea, vu que tu as balancé le nom de la Kallax, qui du coup est un format de rangement Ikea, comme ça, comme si c'était normal que tout le monde connaisse le nom Oui, pardon. Non, la Kallax étant un meuble très pratique pour ranger ses comics, notamment les omnibus sur double rangée. Ah, la fameuse double rangée. C'est ça. En mode genre, mais non chérie, je t'assure, il n'y a qu'une rangée de comics. J'en connais qui font des triples rangées de kiosques, mais bon. Alors, Ils ne seront pas nommés. Ils seront jugés plus tard. c'est ça. Non, mais disons que quand, pour peu que, enfin moi je passe très souvent en librairie et c'est vrai que beaucoup de libraires ont des étagères un peu standards des fois, au sens Kallax ou autre, et c'est vrai que des fois certains libraires me racontaient que les très grands formats qu'on peut faire à une époque avec les posters ne rentraient pas du tout dedans. C'est-à-dire que c'est des Ouais. livres qui étaient exposés que au moment de la sortie, mais qui après soit étaient retournés, soit étaient en gros foutus en haut d'une étagère ou dans des meubles hors format avec le reste de hors format, et c'était un peu compliqué à ranger. Et Mm. disons que nous, le Marvel Prestige permet de profiter visuellement d'un grand format tout en ayant une taille qui soit viable pour la plupart des bibliothèques standards. Mm. Et voilà, donc voilà, c'était un peu le côté pratique de la raison pourquoi ce format-là, mais je pense que c'est toujours intéressant d'expliquer aussi la logique qu'il y avait derrière. Non, mais c'est juste que c'est vrai que je suis tellement content qu'on puisse sortir non seulement des rééditions de choses cultes comme le Thor Loki ou le Daredevil Echo, là, comme ça, mais aussi directement des perles comme le Doctor Strange Fall Sunrise, directement dans ce format. Je trouve ça super, quoi. Ouais. Disons que c'est vraiment aussi des éditions plutôt des titres, pardon, qui n'auraient pas forcément leur sens en 100%, Ouais. parce que voilà, le format est très limitant et surtout graphiquement, je trouve que c'est dommage d'encastrer une telle maestria graphique dans des formats de 17 par 26. Après voilà, je Mm. sais que c'est pas forcément le format standard dans lequel ils ont été publiés au début, on prépublié, mais pour des fois des deuxième ou troisième éditions, comme c'est le cas de David Echo, ou de Thor et Loki, bon, en tout cas, un grand format comme ça me paraît peut-être le format ultime pour lire ces œuvres-là, de manière viable et lisible, sans forcément avoir des énormes artistes d'édition, voilà, non Mm. transportables et difficilement rangeables. Du coup, Aurélien, je vais te laisser parler d'une des sorties indé majeures du début d'année. Ouais, j'ai vraiment adoré ce titre. C'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'on sort un titre indé, je suis un peu plus fébrile que sur les titres Marvel. Marvel, je sais à peu près à quoi m'attendre, etc. Sur les titres indés, je me demande toujours est-ce que je vais aimer? Parce qu'après, en tant que community manager, je suis en première ligne pour en parler souvent sur les réseaux, donc j'ai envie de les aimer, mais je sais pas si je vais les aimer. Et 8 Billion Genie de Charles Soule, et j'ai oublié le nom du dessinateur. C'est pas Ryan Brown? Merci Ryan Brown. Ça a été du coup une tellement bonne surprise. Ça a été vraiment un coup de cœur. J'avais en fait commencé à le lire en me disant bah, je vais lire le début puis je verrai. Bon, voilà. J'ai lu tout d'une traite, ce qui est toujours bon signe hein, sur la vie qu'on se fait d'une BD. Alors le pitch, on va commencer par le pitch. Le pitch, c'est au moment où la population terrienne arrive à 8 milliards d'êtres humains, pile à cet instant-là, un génie apparaît auprès de chaque humain de la planète et lui dit tu as le droit à un vœu. Tu peux faire un vœu, quel qu'il soit, il sera exaucé, voilà, mais ce sera un seul. Et chaque humain en a un. Et en fait, à partir de là, bah, alors déjà commence évidemment la question du pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive, et surtout, quelles vont être les conséquences. 8 milliards de personnes qui ont la possibilité de faire un vœu, on se doute bien que ça peut avoir des conséquences qui risquent d'être parfois très localisées et d'autres fois qui vont être globales et colossales. Et là où il y a vraiment du génie dans ce que fait Charles Soule, haha, du génie, sur 8 milliards de génie, sur 8 billion de génie, c'est que il va jamais laisser de côté les possibilités que ça ouvre.
Il va vraiment prendre tous les risques narratifs possibles, toutes les idées possibles et imaginables. Il va pas se limiter en mode: «Si je pars dans cette direction, c les conséquences risquent d'être compliquées à gérer narrativement» et cetera. Il va aller très loin dans les audaces, narratives, aidé par, Ryan Brown qui a un style, comics assez classique, mais qui du coup permet en fait, à la fois de représenter le monde de manière assez uniforme et de représenter des concepts complètement délirants sans que ça semble trop choquant à voir au sein des pages. Et en fait, au-delà de tout ça, parce que là je parle de concepts, de trucs, de machin, on va suivre un casting de personnages très resserré et c'est des histoires très humaines qui vont lier toute l'intrigue. Et en fait, vraiment, c'est eux qui vont nous porter à travers tout le récit parce qu'on a envie de voir ce qui va leur arriver. On a envie de voir ce qui va leur arriver 8 secondes, 8 minutes, 8 mois, 8 ans après le début de l'arrivée des génies, parce que c'est aussi une des astuces de narration de Ed Villain Genie, c'est ce côté, la narration qui va faire des sauts régulièrement comme ça pour nous emmener de plus en plus loin dans le futur de cette terre qui va ressembler de moins en moins à celle qu'on connaît. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, ce qui est vraiment intéressant dans le récit, c'est que, au-delà du pitch effectivement très simple et très accrocheur, il y a les conséquences humaines, débiles, et géopolitiques, émotionnelles, que ça entraîne. C'est-à-dire qu'on voit les dirigeants qui disent tiens, je vais conquérir tel pays grâce à mon vœu. Évidemment, d'autres personnes vont y penser en même temps qu'eux. Il y a un gars qui a une intelligence très pragmatique qui va dire ah non mais attends, je veux pas que mon bar soit affecté par les vœux des autres. Et quelqu'un qui doit se dire ah bah tiens je vais utiliser ce vœu là pour que cette personne là m'aime. Et à chaque fois il y a toujours des conséquences qui vont être tirées de ça et vraiment des choses auxquelles on a peut-être même tous pensé au fond de nous en mode ah si je pouvais faire ci, ah si je pouvais faire Mm. ça. Et voilà donc ça a des conséquences comme on disait aussi bien émotionnelles du genre telle personne va peut-être tomber amoureux de moi grâce à ce vœu-là, comme tiens, je vais me faire écraser par une licorne. Genre, Voilà. Et d'ailleurs, je pense à un truc, c'est que c'est peut-être lié au fait que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle et que les souhaits dans les jeux de rôle, c'est toujours, faut toujours bien lire les petites lignes et ce genre de trucs, mais on a toujours l'impression que les génies vont essayer de nous arnaquer un petit peu dans la manière qu'on a de faire les souhaits, en tout cas dans la pop culture ou dans ce genre de trucs. Là, les génies, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont en mode, non, non, on a envie que vous fassiez les souhaits, et on va les réaliser de la manière la plus, on va dire, la plus logique par rapport à ce que vous souhaitez. Mais ils ont aussi quand même leur propre volonté. Donc, hmm. typiquement, ils vont dire non, mais bon, là, en fait, toi, tu as souhaité ça et quelqu'un d'autre a souhaité ça. Donc, bon, il faut qu'on trouve une solution. Donc, on fait comme ça. Et donc, il y a aussi tout ce truc-là du caractère des génies qui participe à cette ambiance un peu décalée et à la fois assez réjouissante. Parce que si ça avait été juste des génies qui voulaient à chaque fois arnaquer les souhaits que font les gens, je trouve que ça serait allé à l'encontre du pitch. Le pitch, c'est de voir les conséquences de ce que souhaitent vraiment les gens. Et là, les génies vont dans ce sens-là. Oui, et puis comme tu dis, je trouve qu'ils sont plutôt bienveillants. Par exemple, à un moment donné, au tout début, il y a quelqu'un qui fait un vœu qui a un impact sur sa vie, et les génies applaudissent. Ouais, Et j'ai trouvé la scène super. Surtout elle qu'en est plus, bon, hyper touchante. le vœu, il est bon pour quiconque a été concerné par cette question-là. Vraiment touchant et les génies qui applaudissent j'étais en mode genre ah ouais ok. Ouais, et je suis d'accord, c'est vraiment un moment où en fait, je trouve que la lecture change. C'est-à-dire, au moment où ça arrive et les moments où les génies applaudissent, je trouve je suis là, je suis: «Ah OK, ils sont pas là pour arnaquer les gens Ouais. d'une certaine manière et c'est des cheerleaders, ils espèrent que les gens vont faire des beaux souhaits» et du coup, d'un coup, ça change la tonalité de ce qu'on est en train de lire. Non, vraiment, c'est un énorme coup de cœur et je l'ai lu du coup il y a un bon moment maintenant parce que c'était avant de préparer les big news où je l'ai annoncé, donc c'était genre cet été et ça reste vraiment. J'ai plein de scènes qui sont gravées dans la tête et vraiment ouais, c'est vraiment de la très très bonne BD indé. Et j'espère vraiment qu'il y a plein de gens qui vont lui laisser sa chance parce que jetez-vous dessus. Si vous avez l'impression que Charles Soule, c'est juste celui qui a fait, du Wolverine et du Daredevil ou qui a fait, beaucoup de Star Wars et des choses comme ça, bah,
attendez-vous à découvrir un autre type d'auteur aussi avec un titre indé comme celui-là. Je sais il a fait d'autres titres indés qui ont été publiés ailleurs, comme je crois que Letter 44, c'était de lui déjà, Et c'était chez Undiscovered Glénat. Country avec Snyder aussi, je crois. Oui, tout à fait, chez Delcourt. Voilà, donc il a fait quand même pas mal d'autres titres indés qui sont sortis à droite à gauche. Mais voilà, en indé, il a presque une autre plume que ce qu'il peut faire chez Marvel, de la même manière qu'il avait un peu une autre plume quand il était chez Star Wars, quoi. Quand il est chez Star Wars, vu qu'il y est toujours d'ailleurs. Et je me permets de rajouter à cette recommandation, du coup, de nous deux, sur ce comics, le film de George Miller, qui est sorti il y a Mm, quelques années déjà, 3000 ans à t'attendre, qui parle aussi donc des génies, du pouvoir des souhaits, et du pouvoir des histoires qu'on raconte, et qui, je pense, est un très bon visionnage, je trouve, à faire en parallèle de la lecture, et mm. qui, pareil, va, au départ, les atours d'un génie qu'on va penser malfaisant, va se révéler beaucoup plus bouleversant qu'il n'y paraît, et vraiment un extraordinaire film de George Miller, en attendant son Fléausard en mai prochain. Mm. On peut conclure maintenant avec la dernière recommandation de ce mois-ci, qui est l'Omnibus X-Factor, tome 1, parce que Aurélien reviendra, c'est une longue saga qui vous attend, par Peter David, Larry Stroman, Jelly pour la partie crossover avec les X-Men pour le crossover Le Chant du Bourreau, et Joey Quesada pour quelques numéros à la fin, avant que Peter David ne tire sa référence, et avant de revenir quelques années plus tard pour le tome 2 qu'on publiera bientôt. Alors X Factor, c'est bon, je vais le dire tout de suite aussi. J'en ai déjà parlé comment dire, de mon amour pour les sagas mutants des années 90, comme Génération X. Mais X Factor, c'est peut-être la série que je trouve qualitativement la meilleure. J'aime pas dire genre ça c'est le meilleur truc, mais vraiment je trouve que c'est celle qui garde une certaine continuité en termes de narration, en termes de dessin, et qui justement malgré non, parce que le crossover je trouvais un super crossover, malgré ce crossover reste quand même très intéressante, et en plus va percuter aussi la série Hulk que Peter David scénarisait aussi à ce moment-là. Et donc X-Factor, c'est tout simplement donc au début des années 80, je crois, une équipe qui avait été faite avec les premiers X-Men qui étaient censés être morts à l'époque, je crois. Les Original Five, ouais, les Voilà, cinq voilà, premiers donc membres. Jean Grey, Cyclope, Angel, Fauve et j'ai Iceberg. Iceberg. Voilà, Iceberg, voilà. Et donc qui sont une agence gouvernementale qui est officiellement chargée d'interagir avec les menaces mutantes. C'est des chasseurs de mutants. Voilà, voilà, officiellement. Mais bon, officieusement, on sait que c'est les anciens X-Men. Et surtout qu'ils sont là pour sauver les mutants. Exactement. Et donc quelques années plus tard, beaucoup de sagas et le post Claremont après le grand run du scénariste Chris Claremont, Peter David récupère la série et change totalement l'équipe en mettant des personnages qui sont soit négligés, je pense à peut-être Havok, le frère un peu maudit enfin, le frère maudit. Il y en a eu un autre après qui est devenu empereur, mais Mais on peut dire le frère maudit dans le sens où il est tout le temps dans l'ombre de son frère Cyclope, quoi. oui, oui, oui. Et donc voilà, on retrouve Havok, on retrouve Polaris, une des filles de Magneto. On retrouve aussi du coup donc Wolfsbane, l'homme multiple. Ouais, et justement, après, tu disais des persos négligés, mais après, j'ai presque envie de dire des persos négligeables. C'était des persos qui venaient d'être créés ou qui sont très peu connus à ce moment-là, comme justement Madrox ou Guido. Voilà, on tombe justement dans les persos peut-être les moins connus des X-Men, quoi. Enfin bref, du coup une introduction très fastidieuse pour arriver à présenter un peu comment dire la grande réussite qu'a X Factor, c'est justement dans tout ce fatras narratif avec énormément d'histoires qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, de personnages qui ont des destinées un peu tragiques pour Havok et aussi des destinées négligées puisque voilà c'est des personnages qui étaient pas très connus. Peter David arrive à rendre ça et en faire de l'or tout simplement avec cette série qui bah du coup va permettre à une agente gouvernementale qui s'appelle Cooper et qui a un lien avec Dale Cooper de Twin Peaks de David Lynch, Ah c'est ouais? canon. Bah ouais, en fait, à un moment donné, alors je sais pas si on a gagné dans la VF, mais il y a plusieurs moments où en fait, elle appelle son frère et on apprend qu'il s'appelle Dale et qu'il est dans une ville dans la montagne. Et j'ai trouvé ça génial C'est trop marrant. parce que j'ai fait une fanfic dans ma test de X Factor réalisé par David Lynch dans la Red Room. Enfin bref, voilà. Du coup, rêve de nerd, X-Pix. c'est ça.
Et donc du coup, c'est pas que le seul blague que va faire Peter David, parce que son écriture est très enlevée comme à son habitude. C'est très drôle. Guido est un personnage qui est, on le découvrirait plus tard, hein, heurté par une histoire tragique, mais qui passe son temps à faire des blagues et c'est super drôle. Il passe son temps à toujours à se la péter, à toujours à dire qu'il est Monsieur Muscle, voilà. Donc non, c'est vraiment hilarant. Tous les personnages, je trouve, justement, Peter David en fait exploite à fond leurs capacités. Et aussi, au moment du crossover, le chant du bourreau, il va réussir aussi à utiliser son équipe de manière assez organique sans que ça fasse vraiment pièce rapportée. Donc vraiment, je trouve que le premier omnibus d'X Factor est parfait de bout en bout. Alors j'aime pas dire c'est parfait évidemment parce que Larry Stroman, je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas forcément son style, qui va être assez caricatural des fois, caricatural au sens où les personnages sont un peu étirés. Il va aussi beaucoup jouer sur les proportions et notamment sur Guido qui est littéralement un être qui ressemble pas forcément à grand chose. C'est un petit corps à la base avec une énorme masse de muscles. Il va aussi jouer sur les côtés ultra animal de Wolfsbane, ou alors sur des fois la chevelure de Polaris. Enfin, voilà, c'est vraiment un dessinateur que j'ai découvert parce que je crois pas l'avoir lu en fait avant X Factor, qui m'a beaucoup impressionné. Et à la fin, on retrouve quelques épisodes de Quesada qui n'étaient pas forcément publiés, je crois, en France jusqu'ici. Ou en tout cas pas depuis un petit moment. Donc vraiment, ce premier omnibus, c'est l'occasion de découvrir une facette mutante qui est un peu méconnue, je pense, qui a connu une suite tardive par le même scénariste, qui sera plus dans l'omnibus deuxième du nom et que Aurélien a lu et pas encore moi. Donc je lui laisse la place pour en parler. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que ce tome 1, en fait, moi, c'est des épisodes que j'ai pas encore lus, la plupart en tout cas. J'en ai lu certains, dont un justement de Quesada, qui est une séance chez le psy de toute l'équipe et qui est peut-être un des meilleurs épisodes de Marvel. Point. Oui, Je, c'est je rajoute, génial. je rajoute pas de l'époque, de machin, c'est peut-être un des meilleurs épisodes de Marvel. Et même en fait là du coup moi j'ai commencé la lecture de l'omnibus et ce qui est marrant c'est que je peux quasiment en parler parce que moi qui ai lu toute la suite de la reprise de la série qui fait dans les années 2000, c'est exactement les mêmes forces en termes d'écriture et de qualité, de cette capacité de prendre du coup ouais, un casting de personnages secondaires et justement de se servir du fait que c'est des personnages secondaires donc qui n'ont pas été trop écrits, dans lequel il peut injecter plein de choses vu que justement ils sont encore pas des pages vierges, mais en tout cas, il a largement la place de s'amuser avec. Et ouais, il a une écriture, on peut presque dire qui a inspiré pas mal de scénaristes de télé des années 90-2000. J'ai tendance à penser que quelqu'un comme Whedon, en fait, il s'inspire beaucoup de Peter David de X Factor quand il écrit ses dialogues, parce que je trouve qu'on a la même rapidité, le même côté casting qui va se balancer des vannes et des choses comme ça. Voilà, je trouve il y a une filiation derrière. Et ouais, du coup, ce premier run, même si je l'ai lu que de manière très parcellaire, je vois déjà toutes les qualités qu'il y a dedans et qui sont les qualités qu'on retrouve donc dans la suite, dans les années 2000, avec entre autres X Factor Investigation. Donc il y a déjà le côté enquête là que j'ai pu voir, mais c'est quelque chose qui va être encore plus marqué par la suite, où en fait ce sera vraiment une équipe de détectives, du coup menée par Madrox dans la version des années 2000 et où on va retrouver une partie des personnages, etc. C'est vraiment brillant, c'est vraiment la série. Je sais qu'à l'époque, du coup, X Factor, c'est une série qu'on a publiée parfois contre vents et marées. Je sais que elle est difficile à suivre dans les kiosques de l'époque parce que on la trimballait un peu d'une revue à une autre, d'un type de publication à l'autre, mais c'est que surtout, on voulait la publier en entier. Je sais que Jérémy et moi, on allait aux réunions éditoriales en disant bon, et X Factor, où est-ce qu'on le met? Et on était souvent suivis par les autres personnes de la rédaction parce que toute personne qui lisait X Factor avait envie de lire la suite et avait envie de laisser les lecteurs qui avaient commencé la série la poursuivre. C'est vraiment enfin, voilà, une série méconnue, on peut le dire quand même, mais exceptionnelle de bout en bout. Donc la publication va être relativement longue parce qu'il y a un tome pour la série des années 90, mais il y aura 3 tomes pour couvrir l'ensemble de l'épisode des années 2000. Et,
Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et tu parlais du passage par les crossovers, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez remarquable chez Peter David. C'est cette capacité à utiliser les crossovers, non pas comme quelque chose qui va venir perturber sa narration, mais comme quelque chose qui va venir nourrir ses personnages. Donc à chaque fois qu'il y a un crossover qui arrive, il dit ouais, moi je vais faire des épisodes qui vont être tie-in à telle saga, à tel événement, à tel crossover, machin, et il utilise ce passage un peu obligé, histoire de donner de la visibilité, pour trouver l'angle qui va permettre à ces personnages de briller. Et là-dessus, ça donne du coup, parfois, c'est là où il va avoir les meilleurs épisodes, ou en tout cas des épisodes qui vont euh, tout d'un coup propulser tel personnage sur le devant de la scène. Vraiment, 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 le X Factor de Peter David, c'est si vous aimez les comics de super-héros, en fait, c'est un passage obligé. Ouais, c'est vraiment le joyau de l'après Claremont. Ouais, 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 c'est le jeu. Voilà. Il y en a d'autres, hein, des joyaux de Oui, l'après Claremont et tout ça, Génération mais X, on a parlé la dernière fois. ouais, non, mais même après, justement, là, on peut parler de l'arrivée de Grant Morrison, on peut Ah oui, parler oui, de. bien sûr, bien Il y sûr. a, il y a- Oui, il y oui. a plein de choses. Mais c'est vrai que Peter David, il apporte quelque chose qui est unique parce que justement, en plus, il se sert des persos qui sont les rebuts de la société, qui sont euh, ceux auxquels on ne s'intéresse pas habituellement. Et ouais, comme tu dis, il en fait de l'or, quoi. Donc c'est vrai que, ouais, non, c'est vraiment top. Et puisqu'il nous reste un peu de temps, on se permet de recommander très rapidement deux autres comics. Donc Aurélien, tu vas nous parler de quel titre? Oh, bah, je suis quelqu'un d'extrêmement prévisible, donc je vais vous parler des Gardiens de la Galaxie. Toute personne qui me connaît un tout petit peu sait mon amour infini pour cette équipe et entre autres pour Rocket Raccoon. Les scénaristes sont ceux de la série sur Steve Rogers actuelle, de Captain America. Et le dessinateur, c'est l'incroyable Kev Walker, dessinateur anglais au style inimitable, qui avait commencé sur des titres 2000 AD et qui a aussi fait des cartes Magic absolument sublimes. Et il donne une ambiance western désespérée aux Gardiens de la Galaxie, ces trois auteurs. Ce sera une série en 2 tomes, donc assez courte en plus. Et moi qui du coup, je l'ai dit tout à l'heure, je lis les séries en mensuel, en VO, pour me tenir à jour sur tous les titres. J'avoue qu'au début, j'étais un peu perdu sur ce titre. Je voyais pas trop où ça voulait aller. Mais dès justement la fin de ce premier tome, je trouve que toutes les pièces ça y est, se mettent en place et on voit l'histoire qu'ils sont en train de raconter. Et moi qui du coup ai quasiment fini la série vu qu'elle est en train de se finir actuellement en VO, vraiment c'est un titre court mais impactant, vraiment très chouette et une belle déclaration d'amour au personnage et au côté barré que peut avoir le cosmique. Et pour ma part, je me permets de vous recommander le Deluxe Inferno, qui va... Ouais. Il n'y a pas Kieron Gillen dedans, je crois pas. Jonathan Hickman. On garde un peu de réserve pour parler d'Ultimate Spider-Man un jour. Euh, Non, en tout cas, dans Inferno, c'est le Deluxe qui va conclure la première ère de l'ère Krakoan, l'ère Hickman, et qui va du coup inaugurer tout l'après Hickman, donc à savoir le Destiny of X, Fall of X, et ensuite le diptyque qui va conclure toute cette grande période éditoriale avec une ère supervisée par Kieron Gillen, Ali Wing et Jerry Duggan. Et donc Inferno, c'est l'occasion pour ceux qui ne souhaitent pas forcément lire la plupart des séries qui ont été publiées entre House of X et donc du coup Inferno, de conclure la plupart des arcs narratifs que Hickman avait créés dans son magistral opus inaugural, et aussi l'occasion de vous rappeler qu'on a mis en place une frise pour vous permettre de suivre les lectures. Enfin, on n'est pas les seuls d'ailleurs à l'avoir fait, hein. Excalibur en a fait une, donc vraiment, vous êtes très bien accompagnés pour suivre les aventures des X-Men sur cette fantastique période, on le répète, éditoriale. Et Inferno est un des jalons nécessaires pour lire et comprendre toute la richesse et toute la beauté de cette période. Ouais, alors beauté en plus, bon, c'est quand même un truc où tout le monde se met sur la gueule un peu. Inferno, c'est le moment où toutes les alliances craquent, où c'est le moment des couteaux dans le dos, hein, Inferno, quand même. Comment dire, beauté cathartique, voilà. En bon helléniste.
Merci de nous avoir écoutés pendant maintenant bien 45 minutes de vous présenter nos coups de cœur du mois. À vous de donner vos coups de cœur en commentaire de ce podcast pour nous dire ce que vous avez aimé au mois de janvier. Et on vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode du Paninicast. On tient à remercier Emmanuel au montage et Clembé pour l'habillage sonore et le générique de début et de fin. Et du coup, à bientôt. Et merci à vous. Merci Émile. Merci Aurélien. Bye bye. Salut.